Bonjour ou bonsoir chers internautes. Bienvenue sur notre chaîne Spotlight Session. Spotlight Session, une chaîne basée ici à Indianapolis, une chaîne socioculturelle. Dans notre émission de ce soir, nous allons parler de droits et défis d'un réfugié. J'ai à ma droite un invité spécial qui est expert en domaine de réfugiés. Alors sans plus tarder, nous allons recevoir notre invité. Spotlight, spotlight, only for you. Bonsoir. Bonsoir, maman Nana. Can you introduce yourself? Oui, je m'appelle Ali Ntumba. Je suis congolais vivant ici à Indianapolis. Et qu'est-ce que vous faites à Indianapolis? Vous avez une ONG, vous travaillez avec les réfugiés? Oui, je travaille premièrement d'abord comme directeur chargé des questions stratégiques au sein de l'organisation, une organisation non gouvernementale basée ici à Indiana qu'on appelle Patchwork Indy. Et en même temps aussi, ça fait maintenant 4 ans que j'ai été désigné comme le représentant de Refugee Congress. Refugee Congress est une organisation nationale qui a son quartier général à DC. Et dans chaque État, il y a celui qu'on appelle un délégué. Je suis à Indiana depuis 2020, c'est mon deuxième mandat. On a un mandat de 2 ans. Je représente l'État d'Indiana. Tous les réfugiés, pas les Congolais, tous les réfugiés d'Indiana. Et j'ai été aussi l'année passée élu parmi les 70 réfugiés, parmi les 70 experts des Nations Unies en matière de réfugiés. Oui. Il y a 2 aux États-Unis et j'ai été le seul qui a été choisi à représenter les États-Unis depuis l'année dernière. Et je travaille aussi avec plusieurs organisations. Je suis membre de la communauté congolaise comme porte-parole et aussi membre de Congo American Bridge. Yeah. En tout cas, vous avez un résumé vraiment impressionnant. Merci. Mais ce soir, nous allons un peu parler sur le droit et défis des réfugiés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu qui est un réfugié? Oui, en fait, un réfugié, c'est quelqu'un qui quitte son pays natal pour les raisons, ça peut être politique, ça peut être les raisons liées à sa religion ou bien liées à l'ethnie ou bien race. Et il doit être pour se retrouver dans un autre pays. Donc c'est celui-là qu'on appelle le réfugié reconnu par la Convention internationale pour ces raisons-là. Mais malheureusement, quand vous regardez bien, il y a beaucoup de confusion. Il y a aussi des termes qui sont vraiment trop proches des réfugiés et parfois les gens confondent. Par exemple, un exilé. Un exilé, en fait, il n'est pas comme un réfugié. C'est-à-dire, un exilé, c'est quelqu'un qui se retrouve dans un pays avec soit un visa de visite, un visa de travail, soit un visa médical. Mais étant donné que les raisons dont je venais de d'énumérer, les raisons politiques, raciales, ethniques, ne le poussent pas à rentrer dans son pays, il commence à chercher l'asile dans les pays dans les pays dans lesquels il est en train de visiter. Mais il n'est pas vraiment réfugié au vrai sens. Lui, il commence à chercher son exil dans les pays. Il y a aussi un autre terme il y a beaucoup de la confusion, c'est un déplacé. Les déplacés ne sont pas des réfugiés. Un déplacé, c'est quelqu'un qui est dans son propre pays, mais pour des raisons de guerre, il quitte son milieu naturel. Par exemple, je vous montre le cas de nos frères et sœurs de Goma, du Nord Kivu. On parle souvent de déplacés, mais souvent aussi les gens parlent de réfugiés. Ces frères-là ne sont pas réfugiés. Aussi longtemps qu'ils n'ont pas quitté le territoire national, on les appelle encore les déplacés internes. Mais tous ces gens-là entrent toujours dans la même catégorie, les gens confondent réfugiés. Mais le vrai réfugié, c'est celui qui a quitté son pays pour les raisons politiques, les raisons religieuses et se retrouve dans un autre pays. Donc c'est trop simple, quoi. Est-ce que vous pouvez aussi nous expliquer la différence entre un réfugié et un immigrant? Ok, les immigrants. D'abord, même un réfugié, il est immigrant. C'est là où les gens ne comprennent pas. On devient immigrant quand on quitte son pays. Là, il n'y a pas d'abord un problème quelconque. Le fait que tu as quitté ton pays, comme nous tous qu'on est là Congolais, que tu sois réfugié, que tu sois qui, nous sommes tous immigrants aux États-Unis. Et c'est ce que les gens ne comprennent parce que quand on se déplace là, il y a plusieurs façons de quitter ton pays. On vient ici soit comme réfugié, on vient ici à travers la DV loterie. Ça sont des catégories, comme les gens viennent. Et les autres viennent avec le visa de travail, le H1 aux États-Unis.
On vient ici, par exemple, comme des missionnaires. Mais tous ces gens-là, au moment où nous acceptons de quitter notre pays pour s'immigrer aux États-Unis, on devient immigrant. Mais dans la catégorie d'immigrants, il y a maintenant de plusieurs espèces, il y a plusieurs sous-branches. Il y a les gens qui sont devenus comme des réfugiés, même ceux-là dont je parlais, les asylum seekers, ils sont aussi les immigrants parce qu'ils ne sont plus dans leur pays d'origine. Yeah. Alors, ça fait plus de 40 ans que les États-Unis ont adopté la loi sur le réfugié. Oui. Quelles sont les procédures d'un réfugié doit suivre avant d'arriver aux États-Unis? En tout cas, ça c'est une bonne question parce que les gens pensent qu'on se réveille le matin, on commence à venir aux États-Unis. Depuis 1980, les États-Unis ont commencé avec ce qu'on appelle resettlement, ou bien la réinsertion en français, pour accepter que les réfugiés viennent. Alors c'est un long processus. Pour venir ici aux États-Unis comme réfugié, comme je vous ai expliqué, il faut d'abord être en dehors de ton pays natal. Oui. C'est-à-dire être dans un pays tiers. Et quand vous êtes là, ce ne sont pas les gouvernements américains qui vous nomment comme réfugiés, non. Les réfugiés sont gérés par l'agence, le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés, ACR en français, UNHCR en anglais. C'est cet organe-là qui gère tous les réfugiés. C'est-à-dire tu arrives d'abord dans un pays tiers, prenons le cas par exemple, tu arrives au Kenya, tu t'es fait identifier par le pays host qui est le Kenya. Le Kenya te reconnaît d'abord, il te donne un statut temporaire comme un exilé. À partir de là, tu vas aller au niveau des ACR pour t'identifier. C'est les ACR qui gèrent tout ce qui est comme dossier. Et vous devenez réfugié au moment où vous êtes enregistré dans les bases de données des ACR qui vous reconnaît la catégorie des réfugiés. Okay. Après, qu'est-ce qui se passe? Les ACR vont vous faire passer un tas d'interviews. Vous passez par les interviews. Il y a d'abord la partie identification, il y a la partie protection. Quand vous terminez toutes ces interviews-là, votre dossier est envoyé par les pays qui prennent les réfugiés. Je vous ai dit bien sûr que les États-Unis ont commencé à recevoir les réfugiés depuis 1980. Oui. On envoie les dossiers au monde entier. Oui. Et il y a les gouvernements qui se disent non, nous allons prendre les réfugiés cette année. C'est pourquoi aux États-Unis, chaque année, le président vote le nombre de réfugiés qui viennent ici. Avec ces gouvernements, nous avions atteint le cap de 100 000. Obama, avant de partir, nous étions à 120 000. Alors, si votre nom se retrouve, si les États-Unis trouvent que non, nous avions besoin de vous, en se basant par vos critères, les États-Unis vont commencer à faire encore certaines interviews avec vous. Il y a les gens qui quittent ici aux États-Unis, ils vont aller en Afrique, les gens de Homeland Security, pour se rassurer que les gens qui viennent ne pèsent pas une menace aux États-Unis. Il y a des screenings, ou bien, je ne sais pas comment dire ça en anglais, mais vérification quoi. On a d'abord le background screening, on doit d'abord vérifier cet homme c'est qui. Est-ce que ton casier judiciaire dans le passé ne peut pas affecter la sécurité américaine? Ils vérifient ça sérieusement. Les gens d'Homeland Security vont venir vous auditionner, vous écouter, vous êtes qui? C'est la première partie. Vous terminez celle-là, il y a la deuxième partie, le medical screening. On vérifie aussi votre santé. Est-ce que vous n'êtes pas exposé, vous ne portez pas de maladies publiques? Là, c'est encore mieux parce que si vous aviez par exemple comme la tuberculose, on ne va pas vous refuser de venir aux États-Unis. On va vous donner la chance de poursuivre les soins appropriés avant de venir ici. C'est ça le processus, c'est un long processus. Et quand vous terminez avec ce n'est pas fini, vous devez maintenant passer par l'OIM qui est l'Organisation internationale des réfugiés, qui va se prendre en charge de votre voyage. Parce que les réfugiés, il faut les noter, ils viennent ici sous le gouvernement, sous le tutelle du gouvernement américain, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas payer les billets. On va leur donner un loan qu'ils vont rembourser une fois qu'ils sont ici. L'OIM, c'est la dernière partie qui s'en charge de la prise en charge pour que les réfugiés viennent ici. En fait, c'est ça, ce ne sont pas les gens qui viennent ici comme les gens le pensent, qu'ils traversent la douane. Non, c'est un long processus. Vous allez voir que le temps, je disais la fois passée à quelqu'un que le temps minime qu'un réfugié peut passer au camp, c'est entre 5 à 10 ans. Oui, ce sont des millions, vous n'êtes pas vous-même. Il y a des millions, il y a des camps là où il y a des millions de personnes. Donc c'est un long processus qui malheureusement prend assez de temps. Parce que même avant que vous veniez, les États-Unis vont vous accepter. Mais on doit chercher aussi localement, là, vous allez partir où? C'est là où interviennent maintenant ce que nous faisons, les agences locales de réinstallation des réfugiés localement qui doivent chercher des maisons pour vous, envoyer les enfants à l'école, tout ça. Donc c'est un long processus. Alors parlons un peu de droit d'un réfugié. Peut-être na bandirum susu bazalia bazaba réfugié, baebi ba droit na bangote. Quels sont les droits d'un réfugié? En fait, droit
aux États-Unis, d'abord, les droits d'un réfugié, ce n'est pas d'abord différent comme tout le monde. Ça, c'est là où j'aime les États-Unis. Il n'y a pas la discrimination, il n'y a pas les avantages. Au moment où vous foulez votre pied aux États-Unis, vous êtes sous la protection de la loi américaine. Et l'avantage d'un réfugié, quand il vient, directement, il a aussi les avantages liés à tous ceux-là qui n'ont pas l'income, c'est-à-dire low income people in USA. C'est pourquoi vous allez voir quand les réfugiés viennent, ils ont automatiquement droit au food stamp, au Medicaid, ils ont droit à ceux-là qui ont des maladies, ils peuvent avoir directement au Social Security, les bénéfices de la sécurité sociale. Si vous aviez par exemple les disabilités, vous serez payé avec la sécurité sociale, même si vous n'avez que 2 jours aux États-Unis, on va appliquer pour vous. Ce sont les avantages. Il n'y a pas des histoires spéciaux qu'on va vous accorder parce que vous êtes réfugié. C'est là où nos frères font beaucoup de fautes. Parce qu'on leur dit au camp qu'en venant aux États-Unis, vous allez trouver la maison gratuite, l'Internet. Et souvent, quand les gens arrivent, ah, c'est ça ma maison dont on m'a parlé, vous êtes des voleurs, vous êtes des voleurs. Et une chose, je veux vous rappeler, maman, Nana, qu'aux États-Unis, quand un réfugié vient, comparativement à d'autres pays, j'ai eu la chance, j'étais en Australie, en janvier et en Nouvelle-Zélande, c'est un système très bien organisé, nous dépasse très loin. Même le Canada à côté ici. Parce que les réfugiés, ils reçoivent beaucoup de désavantages. En termes, il y a les gens dont la maison est payée 6 mois, 8 mois. Ici, ça n'arrive pas. Alors, ici aux États-Unis, quand vous venez, l'État, le gouvernement américain, normalement, donne $2500 à l'organisation qui vous reçoit. C'est une fois, c'est fini, ce n'est pas que par mois, une fois. Donc, si je suis venu seul en tant que réfugié, le gouvernement américain a remis seulement 2500. Dans les 2500, raisonnez, on va payer combien de loyers pour vous? Vous avez besoin d'un téléphone, on va payer. Donc, les agences locales, là, ils font aussi leur fundraising. Ils mobilisent de l'argent pour que ces gens survivent. Maintenant, nos frères disent, oh non, ceci, cela. Donc, il n'y a pas des avantages vraiment liés parce que tu es réfugié. Non, tu es pris comme tout le monde aux États-Unis. Si tu as tes enfants, ils iront à l'école. Tu auras l'assurance maladie, mais encore temporaire. Parce que si tu as l'income, tu vas perdre ça. C'est-à-dire quand tu commences à travailler, tu vas perdre ça. Donc, c'est ça que les gens ne comprennent pas. Et le gouvernement a un nouveau programme appelé The Welcome Corps. Yeah. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer sur ces programmes? En fait, le Welcome Corps a été lancé l'année passée. Comme je vous disais, on a pris référence dans d'autres pays. Le Canada fait déjà le Welcome Corps depuis 10 ans. C'est un partenariat privé. Là où, au lieu que l'État seulement puisse tout faire, comme je vous le disais, parce que normalement, depuis 80, c'est le gouvernement américain qui faisait tout. Alors, on s'est dit que quelqu'un peut être ici aux États-Unis, il a ses frères, les amis dans les camps de réfugiés. Ces gens-là sont là. Qu'est-ce qui les fait entraîner? C'est la lourdeur administrative. Parce que le gouvernement peut se dire, oui, nous voulons prendre 100 000 personnes, mais ils vont aller où? Ça peut aussi freiner. Il y a des gens que je connais, ils ont fait tout. Mais pour les trouver un endroit ici, il n'y en a pas. Parce qu'actuellement, avec la crise de la maison, c'est tout un problème. Alors que moi, si j'ai mes frères qui sont en Afrique, avec le Welcome Corps Programme, je peux les sponsoriser. C'est un programme privé de réinstallation des réfugiés aux États-Unis qui a commencé l'année passée. L'avantage de ce programme, ça permet aux individus, vous construisez un groupe de 5 personnes, si vous aviez des frères, des amis, vous pouvez les sponsoriser à travers le Welcome Corps. Donc c'est un programme privé qui a pris modèle du Canada, d'Australie, de la Nouvelle-Zélande. Ça marche bien là-bas, il n'y a pas de problème. Et ici aussi, depuis que ça a commencé, vraiment nous voyons que ça est en train d'aider. Ça va faciliter, au lieu que les gens traînent dans les camps, ils ont leurs frères aux États-Unis, ils se constituent en bloc de 5, ils les font venir ici. Donc c'est ça le Welcome Corps. C'est un programme gratuit qui ne nécessite pas de moyens, mais ça demande que les gens puissent se former un groupe de 5. Et vous aviez un ami, un frère au niveau de l'Afrique, mais dans le monde entier, bien sûr, ils peuvent venir à travers ce programme. Ok. Yeah. Alors, nous allons un peu parler de défis d'un réfugié. Une fois arrivé aux États-Unis, pas de problème ni bazokuta nango. Les défis sont communs comme tous les immigrants, parce qu'il faut être clair. Ce n'est pas que tu es réfugié que tu auras les défis spéciaux. Tous les immigrants aux États-Unis, vous saviez, le premier défi d'abord, nous venons d'un pays francophone. Il y a ce qu'on appelle language barrier, c'est-à-dire la langue d'abord nous limite parce que nous parlons français et nos langues maternelles. C'est qu'on ne parle pas aux États-Unis. Donc vous allez faire face à ces premiers défis.
qui est la langue, parce que la plupart de nous, en arrivant ici, nous sommes d'abord francophones. Ça, c'est le premier défi. Le deuxième grand problème, c'est qu'avec les réfugiés, vous allez voir que quand ils arrivent, ils ont un peu la chance par rapport à quelqu'un qui est venu avec les DV loteries. La maison est payée par l'agence qui les a reçus ici. Mais vite, quand ils trouvent du travail, on commence à couper tous ces bénéfices-là. C'est là où les réfugiés, ça devient mer. Ils commencent à pleurer. C'est le grand défi. Quand on commence à perdre les bénéfices publics et de l'organisation que vous avez reçue, ça devient trop dur pour eux. Tu étais habitué à avoir un $1000 de food stamp, avoir peut-être cash assistance de $500. Tout ça, ça sera coupé quand il y a un travail. Et beaucoup de nos frères ne parviennent pas à s'y adapter quand ces bénéfices-là tombent. Ça, ce sont des grands défis. Avec l'expérience que j'ai travaillé 7 ans avec les réfugiés. Les deux grands défis-là affectent sérieusement les gens qui viennent comme réfugiés. C'est parce qu'ils se mettent dans la tête que pour eux, c'est un droit, c'est gratuit. Or, comme je vous dis, ce n'est pas un droit. Ils sont dans la même catégorie que la population américaine. Ce qui est accordé à A, si B aussi peut se retrouver avec les mêmes critères, il sera aussi bénéficiaire. Donc les deux là, vraiment, ça affecte beaucoup de nos frères réfugiés. Et bien sûr aussi, on ne maîtrise pas les lois américaines. Vous allez voir, par exemple, on va laisser les enfants seuls aller travailler. Je vis les gens, l'agence américaine qui s'occupe le département qui s'occupe de la protection de l'enfant qu'on appelle DCS. J'ai beaucoup de cas que le gouvernement a ravi les enfants parce qu'on ne maîtrise pas les lois. Donc ce sont les choses-là qui affectent malheureusement tout le monde, non pas seulement les réfugiés, mais la plupart des immigrants qui arrivent aux États-Unis. Ok. Alors, ce que vous avez ça, on a besoin de coordonner au cas où vous avez besoin de reach ou soit ceux qui vous avez besoin d'aide, cause à mutum soit l'année biso à côté peut aider bino. Et pour tous ceux-là qui veulent peut-être avoir des éclaircissements à travers le Welcome Comes Programme, je suis disponible au 317 702 5418, encore 317 702 5418. Testez-moi davantage. Des fois, vous dites que je ne prends pas le téléphone. Effectivement, il y a beaucoup de réunions. Je ferme le téléphone, je suis des fois. Mais quand quelqu'un m'écrit, se présente, c'est difficile que je prenne l'appel de la personne que je ne connais pas. Écrivez-moi, je ne manquerai pas comment vous répondre. Je suis là, on est là pour vous. On ne peut pas vous refuser de prendre votre téléphone. Nous sommes arrivés vers la fin de notre émission de ce soir. Un grand merci à notre invité spécial, Papa Ali. Papa Ali est aussi l'un des membres actifs de notre communauté. Il est parmi les conseillers dans notre communauté congolaise. Un grand merci à vous, mes frères et sœurs de la communauté. Tokutana bino lisusu balasima na deuxième émission na biso à Spotlight. En tout cas, pour vous s'abonner massivement sur notre chaîne YouTube Spotlight Session officielle. Et puis bolanda biso pe na Facebook Spotlight Session. En tout cas, merci Ming. Spotlight, spotlight.